Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. À l'occasion du 105e anniversaire du Parti communiste chinois, Djibouti et la Chine ont réaffirmé et renforcé leur partenariat politique à travers de nouvelles concertations de coopération. Et à Gaza, le Conseil de paix soutenu par les États-Unis poursuit ses efforts de reconstruction malgré les difficultés persistantes dans la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir des messages de félicitations de plusieurs partenaires étrangers à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir des messages de félicitations de plusieurs partenaires étrangers. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que le président croate, Zoran Milanovic, ont adressé leurs vœux au chef de l'État et au peuple djiboutien, tout en réaffirmant leur souhait de voir se renforcer les relations de coopération avec Djibouti. Focus à présent sur le partenariat entre Djibouti et la Chine à l'occasion du 105e anniversaire du Parti communiste chinois, un séminaire de haut niveau sur la coopération politique et le partage d'expériences est tenu hier ici à Djibouti sous la coprésidence du secrétaire général du RPP, Ilyes Moussadow-Ali, et l'ambassadeur de Chine, M. Ho Bin. Les deux responsables ont mis en avant l'importance du dialogue politique et du renforcement de la coopération entre Djibouti et la Chine. Les échanges ont porté sur la gouvernance, le développement durable, le renforcement des capacités et les enjeux de paix et de stabilité régionale. La rencontre a réuni des responsables du RPP ainsi qu'une délégation d'ingénieurs djiboutiens formés en Chine, illustrant la dynamique des échanges entre les deux pays. À travers ce séminaire, Djibouti et la Chine ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat fondé sur la confiance, le dialogue et le développement partagé. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Olbis Elmi Olbis, a eu une rencontre approfondie avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, M. Wamkele Mene. À cette occasion, il a proposé l'élaboration d'un programme pays dédié à Djibouti visant à renforcer l'intégration du pays dans le marché continental africain. Le secrétaire général a exprimé son vif intérêt pour cette initiative et s'est engagé à accompagner Djibouti dans sa mise en œuvre. En marge de cette rencontre, le ministre a également tenu des entretiens bilatéraux avec ses homologues d'Égypte et du Maroc. Avec le ministre égyptien du Commerce, les deux parties sont convenues d'œuvrer à la diversification des échanges commerciaux, notamment à travers l'élargissement de la gamme des produits échangés entre les deux pays. Lors de son entretien avec le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur du Royaume du Maroc, le ministre a mis en avant les atouts compétitifs des zones économiques spéciales à Djibouti. Les deux responsables ont identifié un important potentiel de coopération, notamment dans le domaine de la coproduction agroalimentaire, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de partenariat économique entre les deux pays. Toujours dans le domaine de la coopération internationale, Djibouti poursuit aussi son engagement au niveau multilatéral, notamment dans la lutte contre la corruption. La République de Djibouti a participé à une mission internationale d'évaluation de Madagascar organisée du 30 au 2 juillet à Antananarivo dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La délégation djiboutienne, composée de 2 experts de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, a contribué à l'évaluation du dispositif juridique et institutionnel malgache avec un accent sur les mesures de prévention et le recouvrement des avoirs illicites. Les délégations ont été reçues par le Premier ministre et le premier vice-président de l'Assemblée nationale de Madagascar qui ont réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et en marge de la mission, la délégation djiboutienne a également rencontré les autorités malgaches de la justice et des affaires étrangères afin de renforcer la coopération bilatérale. Cette participation témoigne de l'engagement de Djibouti en faveur de la coopération internationale, de la bonne gouvernance et de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Et dans un autre registre, celui de la sécurité et de la défense, le directeur général des relations internationales a effectué une mission de terrain dans les régions de l'intérieur. Le directeur général des relations internationales, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une mission de 3 jours, du 22 au 25 juin, auprès des unités prépositionnées de l'armée djiboutienne dans les régions de l'intérieur. Cette mission s'inscrit dans le cadre de ses prérogatives définies par le décret numéro 2023 portant création de la Direction générale des relations internationales, notamment en matière d'analyse des évolutions internationales susceptibles d'impacter la stratégie de défense nationale afin d'éclairer les plus hautes autorités de l'État. Le déplacement a débuté dans la région frontalière de l'Oyada où le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh a été accueilli par le commandant de zone, le lieutenant-colonel Elmi Hersi. Celui-ci a présenté un exposé sur la situation sécuritaire et les principaux défis opérationnels dans son secteur. Le directeur général s'est ensuite rendu sur plusieurs postes d'observation frontaliers, notamment à Degamader, Torabora et d'autres positions stratégiques assurant la surveillance des mouvements transfrontaliers. Cette visite a permis des échanges directs avec les militaires déployés en première ligne dans la protection de l'intégrité territoriale, la lutte contre la contrebande et la régulation de l'immigration clandestine. Le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh leur a rendu hommage pour leur engagement et leur professionnalisme en cette période marquée par la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Le directeur général s'est également rendu au bataillon d'intervention rapide, le BIR, dans la région de Ali Ouneh, où il a été accueilli par les autorités locales et les notables de la région. Après les honneurs militaires, les éléments du BIR ont effectué une démonstration de leur capacité opérationnelle, incluant une simulation de sécurisme au combat ainsi que des exercices de technique d'intervention rapprochés et de corps à corps. Le commandant par intérim du BIR, le commandant Shalmaki Ali, a enfin présenté un point de situation sur les missions du bataillon, ses capacités opérationnelles, ses efforts de formation ainsi que ses perspectives de développement. Et cette tournée s'est poursuivie dans le sud du pays, notamment au bataillon interarmé d'Ali Sabié. La délégation s'est ensuite rendue au bataillon interarmé d'Ali Sabié, le BIAS. À son arrivée, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh a été reçu par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence du commandant du BIAS, le commandant Ousmane Mohamed Abdallah. Les échanges ont porté sur les enjeux sécuritaires de la région, notamment la lutte contre l'immigration clandestine, la contrebande et les trafics de stupéfiants, considérés comme des défis majeurs pour les forces de défense et de sécurité. Les autorités ont souligné la nécessité de renforcer la coordination afin de consolider la sécurité publique. Le directeur général s'est ensuite rendu sur les postes de Siaro, Assamo et Gastir, position stratégique assurant la surveillance des principaux axes de circulation des personnes et des biens, dans une zone frontalière sensible avec l'Éthiopie et la Somalie. S'adressant aux militaires déployés sur le terrain, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh a rappelé que les forces armées djiboutiennes assurent, au-delà de leur mission opérationnelle, un rôle social important auprès des populations. Il les a exhortés à maintenir une proximité constante avec les communautés locales, essentielles au renforcement de la confiance et de la stabilité.
Et la mission s'est ensuite achevée dans la région de Dikil, au sein du régiment interarmé. Le directeur général des relations internationales a achevé sa mission au régiment interarmé de Dikil, le Riyad. À son arrivée, il a été reçu par le préfet de la région, Hassan Abdi Roble, et le président du conseil régional, en présence du commandant du Riyad, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire de la région ainsi que sur les perspectives de coopération, notamment dans le cadre des actions sociales menées par les forces armées djiboutiennes au profit des populations. Le préfet et le président du conseil régional ont salué le rôle essentiel du Riyad dans la préservation de la sécurité régionale ainsi que son engagement aux côtés des autorités civiles dans la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier dans les zones les plus reculées. Et changement de registre à présent avec notre grand format du soir consacré à une page d'histoire. 1882 à Obok, la colonie met en place ses premières missions avec pour objectif d'évangéliser et de convertir. Face à elle, les mosquées et les confréries religieuses locales s'affirment comme des espaces de préservation spirituelle et culturelle. Grand format, quand la foi devient un enjeu de résistance, c'est un magazine de la rédaction sur un commentaire de Ahmed Hamad. Regardez. Dès son installation effective sur notre territoire en 1882 à Obok notamment, la puissance coloniale s'est assignée pour objectif d'évangéliser les autochtones. Une volonté d'acculturation est menée parallèlement avec la colonisation du territoire. Ainsi, dans la foulée, la première mission catholique ouvre à Obok en 1885. Il s'agit des frères capucins et franciscains. Une mission est ouverte à Tadjoura et une autre à Ali Sabié. La puissance coloniale va multiplier les foyers sociaux et les écoles religieuses, aussi bien dans les régions que dans la capitale. Comme par exemple l'école de la Nativité créée en 1933 pour les filles ou encore l'édification de l'église protestante en 1964. Toutes ces missions de différentes congrégations servaient d'abord le dessein colonial. Leur prosélytisme était d'ailleurs soutenu et encouragé par les autorités coloniales qui les considéraient comme un excellent outil de propagande en appui de leurs efforts d'expansion territoriale. Beaucoup de missionnaires cherchaient ainsi à apprendre les langues locales dans le but de convaincre les autochtones et de les convertir. Hormis le fait de donner aux élèves des noms catholiques. La greffe ne prendra pas. Les populations locales très attachées à leur culture et à leur culte rejettent en masse l'enseignement catholique qui sera remplacé bien plus tard par l'école de la République. Mais la résistance culturelle face à l'occupation coloniale est également à mettre au crédit des leaders religieux et des hommes de foi qui ont jeté tous leurs biens dans la bataille contre l'évangélisation. C'est le cas par exemple de Hadji Didé, qui est originaire de Zeila, qui s'installe à Djibouti et construit la première mosquée de la ville de Djibouti à Quartier 2 en 1891. Hadji Didé, commerçant, consacre durant sa vie une grande partie de sa fortune à l'édification des madrasas et à la charité envers les populations les plus pauvres. Quant à Hadji Hamoudi, dont la mosquée centrale porte son nom, construite en 1897, il s'investira aussi dans cette résistance culturelle, notamment en achetant un grand terrain sur ses fonds propres pour y enterrer la population locale selon les rites musulmans. Ceci alors que l'administration coloniale interdisait l'enterrement dans cette plaine sous prétexte qu'elle était inondable.
À côté de ces philanthropes, la résistance culturelle à l'occupation a été orchestrée également par des confréries religieuses, les Shafi'i et les Al-Qadriya. Ces confréries, regroupées autour des mausolées, sont devenues des foyers de résistance à la colonisation. Elles renforcent la foi et éduquent les croyants à s'opposer à la colonisation. Beaucoup de maqams, comme celui de Cheikh Gaboud, à l'extrémité de Boulaos, le maqam Siraji, au port de Djibouti, ou encore Cheikh Rufa'i, ont galvanisé la résistance. Il y a également Cheikh Ousmane Waïs, dont le mausolée se trouve à l'intérieur du camp Cheikh Ousmane. Cheikh Ousmane Waïs Ismail est né en 1919 à Holhol. Il a fait ses premières études à l'école islamique Al-Najahiyya, située au quartier 1. Très jeune, Cheikh Ousmane Waïs donne des instructions religieuses à la mosquée Hamoudi. À 20 ans, après une formation en sciences de la religion en Égypte, il devient qadi et imam. Il est militant indépendantiste. Il est le chef spirituel des PMP et des FLCS. Il est assassiné le 21 avril 1966 à Djibouti. Cheikh Ahmed est né à Magédo, non loin du village d'Assaguela. C'est un mystique et un saint dont les invocations et les prières ont été très fructueuses aux politiciens et aux commerçants. En 1977, les indépendantistes rebaptisent l'avenue 13 qui devient l'avenue Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed aurait vécu dans une avenue où tous les mouvements culturels et politiques sont nés. Il côtoie Mahmoud Harbi, Ali Aref et leurs contemporains. Que cela soit par leur prêche ou par l'enseignement de la religion, ces cheikhs et ces leaders ont servi de digue contre les tentatives coloniales d'évangélisation. Tous ces leaders religieux appartiennent pour toujours à la mémoire collective nationale. Et du passé à l'actualité locale, direction Tadjoura, où le sport était à l'honneur ce week-end, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. La sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports de Tadjoura a clôturé le tournoi sportif de la semaine nationale de l'indépendance intitulé Coupe du 27 juin. Organisée du 22 au 28 juin, cette compétition placée sous le signe de la promotion du sport national et du rassemblement de la jeunesse a réuni les équipes de la région dans 3 disciplines, football, handball féminin et natation. La sous-direction régionale a remercié l'ensemble des équipes engagées, les partenaires institutionnels et associatifs pour leur mobilisation ainsi que les invités ayant accompagné cet événement. Elle a également exprimé sa reconnaissance à la secrétaire d'État chargée des sports, Mme Fatouma Ali Abdallah, pour son engagement et son soutien constant en faveur du développement et du rayonnement du sport dans les régions. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de trophées et de médailles aux équipes et athlètes qui se sont distingués tout au long de la compétition. Les organisateurs ont salué l'esprit sportif et le fair-play qui ont prévalu durant l'ensemble du tournoi. Cette édition de la Coupe du 27 juin a une nouvelle fois illustré le rôle du sport comme vecteur de cohésion sociale, de solidarité et d'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Et toujours à Tadjoura, les initiatives en faveur de la jeunesse se poursuivent sur le terrain culturel et éducatif. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports, poursuit ses actions de proximité en faveur de la jeunesse djiboutienne, de la capitale jusqu'aux régions de l'intérieur. Dans ce cadre, la sous-direction régionale de Tadjoura a clôturé une série d'activités mêlant compétitions sportives et jeux culturels. Plusieurs disciplines traditionnelles et modernes ont été proposées aux jeunes. Placées sous le signe du partage et de la convivialité, ces activités ont été honorées par la présence de plusieurs autorités locales. La sous-direction régionale a exprimé sa gratitude à l'ensemble des personnalités ayant contribué à la réussite de cette initiative. Compte tenu des fortes chaleurs estivales, les activités ont été orientées vers des jeux de réflexion, de stratégie et de concentration, offrant aux jeunes un cadre éducatif sain et attractif, favorisant le développement de leurs capacités intellectuelles. On passe maintenant à l'actualité régionale avec un focus sur le numérique en Afrique de l'Est. L'Éthiopie a annoncé avoir dépassé les 46 millions d'inscriptions à son système national d'identité numérique, un programme en forte croissance qui s'impose comme un pilier de la transformation numérique du pays. Cette initiative vise à moderniser les services publics, renforcer l'inclusion financière et sécuriser la vérification d'identité tout en soutenant le développement d'une économie numérique plus accessible et inclusive.
Dans la même dynamique régionale, un autre accord stratégique concerne cette fois le secteur énergétique. Le Rwanda a signé un accord historique avec le Kenya pour sécuriser son approvisionnement en produits pétroliers raffinés, principalement via le corridor du Nord liant Mombasa à l'Afrique de l'Est. Cette coopération vise à renforcer la sécurité énergétique du pays, améliorer la fluidité logistique et consolider l'intégration économique régionale. Et pour terminer cette édition, désormais, on élargit désormais le regard à la scène internationale avec la situation au Moyen-Orient. Le Conseil de paix soutenu par les États-Unis poursuit ses efforts de reconstruction de la bande de Gaza et de mise en œuvre du cessez-le-feu malgré les difficultés persistantes sur le terrain. Si le plan approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit un retrait progressif des forces et la mise en place d'une administration de transition, son application reste confrontée à de nombreux obstacles qui freinent le processus. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, merci à la régie et très bonne suite de programme. Sortez les Djibouti et belle soirée à tous.